Chapitre 14. Ultime préparatif. Quand il parvint à la cave, coré sur ses talons, ce fut pour y recevoir un nouveau choc. Car le Patrick qui l'y attendait n'avait plus grand-chose à voir avec celui qui l'y avait laissé quelques minutes auparavant. « Me refaire une beauté », avait-il dit. Il n'avait pas menti. C'était un véritable lifting ou un retour dans le temps, en tout cas une métamorphose. Celui qu'il avait toujours connu avait disparu, remplacé par un homme au visage déterminé, aux cheveux tondus ras, presque à la peau, qui paraissait soudain avoir 10 ans de moins. Peut-être était-ce dû à ce treillis camouflage et ces rangers noirs qu'il arborait maintenant, ou bien à la manière dont il les portait, ce naturel, cette aisance qu'on devinait fruit d'une longue habitude. Jamais Patrick ne lui avait semblé si à l'aise, si sûr de lui. Lucas sut alors, sans une hésitation, qui, de celui-là ou de celui qu'il avait connu jusqu'à présent, était l'authentique. Patrick qui, à cet instant précis, armait d'une main sûre un lourd automatique avant de le ranger dans un holster de poitrine. Il était bardé d'armes, du couteau de commando à la grenade. Une véritable armée à lui tout seul. Découvrant sa présence et devinant son ahurissement, il se moqua. « On croirait que tu as vu un fantôme. » Il lui désigna la grosse cantine qui, depuis des années, cadenassée d'importance, sommeillait dans un des coins de la grande pièce. Lucas se souvenait s'être souvent demandé ce qui se trouvait dedans. Plus jeune, il avait cherché à savoir ce qu'elle contenait, pour se voir invariablement répondre « de vieilles choses ». Une fois, alors qu'il insistait, Patrick avait fini par lâcher. « C'est des trucs de ma vie d'avant. » « Quel genre de trucs ?» avait-il demandé, avec son entêtement habituel. « Des trucs de grands » avait tranché Patrick. Des trucs de grands. Lucas devait reconnaître qu'il n'avait pas menti. Là, rangé avec un soin minutieux, militaire, ne put-il s'empêcher de corriger, reposait un véritable arsenal. Couteaux de différentes tailles et formes, pistolets automatiques, du plus petit au plus impressionnant, mais encore fusils mitrailleurs, grenades, et il en passait. Le parfait petit nécessaire du mercenaire en campagne. Patrick, même désireux d'oublier son ancienne vie et les événements qui l'avaient poussé à y renoncer, n'avait pu se séparer de ces objets, comme s'il avait toujours su que l'inoffensif photographe de presse qu'il avait essayé d'être ne serait jamais qu'un masque et qu'au-dessous, le fauve n'attendrait qu'une occasion de se délivrer de sa prison. Cette occasion, Coré venait de la lui servir sur un plateau. Lucas, revenant de son saisissement, devant cet homme grand et nerveux qui le contemplait de son regard bleu acier, pas menaçant, comme celui de Mikhaïl Kirov, mais aigu et pénétrant, qui ne laissait rien au hasard, répondit. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? On ne va pas faire la guerre. » Patrick leva un sourcil. « Alors on n'a pas compris la même chose, ni toi, ni moi, ni ces types. » Il avait désigné des 4 gorilles en costard noir toujours attachés, avant de se tourner vers Coré. Ni elle. Incapable de soutenir le regard froid et serein de son oncle, Lucas plongea du nez vers la cantine, y repéra un automatique dans un holster, un Beretta 92F, à ce qu'il lui sembla. Il s'en équipa. Patrick apprécia. « Bien, je vois que mes leçons n'ont pas été tout à fait inutiles. » Son oncle, il y avait quelques années, s'était piqué de lui apprendre à tirer. À l'époque,
Lucas s'était bien demandé pourquoi. Maintenant, il comprenait. Formaté par des années de guerre à penser en termes de menaces et de violence, Patrick n'avait pu supporter l'idée que son neveu soit incapable de se défendre. Lucas se souvenait aussi que, lors de ses entraînements, les rares fois où, à sa requête, Patrick avait tiré à son tour, il s'était montré assez médiocre. Lucas avait vite fait des progrès et l'avait dépassé. Du moins, c'est ce qu'il croyait alors. Quand tu m'apprenais que tu ratais la cible, commença-t-il en achevant de sangler le holster. Je le faisais exprès, c'était très pénible, lui avoua Patrick qui tendait un autre automatique action pour se voir répondre d'une voix indignée, accompagnée de grands gestes de dénégation. Non, capitaine Pestey, je refuse de tousser les armes tonnerre, elles sont si haintes. Il sembla chercher un mot qui le fuyait, ne le trouva pas, et finit par éluder impur. Patrick demeura quelques secondes avec le pistolet tendu à bout de bras, avant de renoncer. C'est vous que ça regarde. Son regard descendit sur les pattes du trodontidé, en particulier ses longues griffes en faucille qui battaient la mesure sur le lino. Il avait eu l'occasion de voir, comme Lucas, ce qu'elles étaient capables de faire. Se tournant vers Corée, il fixa le bijou qu'elle portait à sa main, celui grâce auquel elle avait envoyé valdinguer l'énorme 4x4 comme un simple jouet. « Je suppose que vous n'en avez pas besoin ?» C'était plus une affirmation qu'une question. Corée n'y répondit pas. Ce sur quoi il se montra intraitable, malgré les protestations des deux télucidariens, ce fut pour leur faire endosser chacun un long sweat à capuche qu'il leur demanda de rabattre sur la tête. Comme l'un et l'autre rechignaient, il expliqua d'une voix exaspérée. « Non, mais vous vous êtes regardés tous les deux. Je veux bien qu'en télucidar vous passiez inaperçu. Mais ici, entre la tête de lézard emplumée de monsieur, les douilles blanches et les tatouages de sa majesté, on risque pas d'aller bien loin. Je vous rappelle que votre signalement a été donné par tous les journaux, et qu'il suffira qu'un seul abruti nous remarque pour téléphoner tout de suite à la gendarmerie, ou pire, à la Telcorp. Et notre petit équipé s'arrêtera là. Alors je me moque de savoir si c'est Seyon ou pas, l'important c'est qu'on ne vous reconnaisse pas. » Sur ce, laissant Kshan et Corée se débattre avec leurs suites respectifs, il se tourna vers l'adolescent. « Lucas, on va monter ces sacs dans la voiture et on se tire. » Lucas suivit la direction qu'il indiquait pour découvrir 3 grands sacs de sport posés à terre à côté des premières marches. « Et il y a quoi là-dedans ?»« Juste ce qu'il faut, » lui répondit aussitôt Patrick, avec le sourire d'un chat qui vient d'avaler une souris. Comme Lucas, résigné, se saisissait des anses d'un des grands fourre-tout kaki et s'apprêtait à le soulever, Patrick crut bon de le prévenir. « Doucement, ne secoue pas trop celui-là. » Lucas, dans la tête duquel défilait à toute vitesse un nombre incroyable de choses plus désagréables les unes que les autres, tira sur les poignets et réprima une grimace. « Ça pèse 1 tonne !» s'exclama-t-il. « Je t'ai dit combien de fois que tu aurais dû faire un peu de muscu ?» se moqua Patrick en saisissant un des sacs dans chaque main pour se mettre à grimper les marches 4 à 4 vers le rez-de-chaussée. Lucas, refusant de se sentir ridicule devant Corée, serra donc les dents et entreprit, d'un pas qu'il voulait ferme et assuré, de monter le sac bourré de choses qu'il imaginait sans peine redoutables et de nature explosive. Une fois au rez-de-chaussée, il trouva Patrick déjà débarrassé de ses 2 fardeaux, qui lui tendit une main secourable et le délesta du sien sans effort apparent. « Y a quoi dans celui-là » ne put s'empêcher de demander Lucas. « De la bouffe ?»« Quoi ?»« Des rations, une autre pharmacopée. »« Des rations ?» Il hallucinait. Lui qui se voyait déjà transportant 30 kilos de grenades. « Faut parer à tout, au moins au début. On ne sait pas où on va tomber. Si on crève de faim ou de soif au fond d'une grotte, on ne sera pas plus avancé. Moi qui croyais que les mercenaires s'appartaient le couteau entre les dents, les morts, peut-être. Ceux qui restent en vie, ce sont les prévoyants. Les jungles du monde entier sont pleines de cadavres de types qui ont oublié que la différence entre la vie et la mort ne tient parfois qu'à un cachet. Et c'est pas une fois qu'on a chopé la malaria ou une autre saleté dans le genre qu'il faut regretter de ne pas avoir stérilisé l'eau. » Il ajouta quand même après un instant. « Ah si, il y a aussi 4 pains de C4 et des détonateurs. »« Du C4 » octa Lucas.
Patrick hochait la tête. De quoi faire un beau feu d'artifice. Et tu comptes le faire où, ce feu d'artifice? Ne put-il s'empêcher de demander avec quelque inquiétude. Je sais pas exactement, répondit aussitôt Patrick en fermant le coffre pour faire le tour de la voiture et s'approcher de la portière. Mais maintenant que tu me le demandes, je suis en train de me dire que j'ai trouvé l'endroit idéal. Le regard de son oncle, cette expression déterminée, implacable qui sculptait ses traits, lui firent presque peur. Patrick ouvrit sa portière, farfouilla dans la boîte à gants et sortit avec un taser dans la main dont il vérifia la charge. L'appareil, noir et trapu, émit un petit grésillement sinistre quand le courant craqua entre les deux électrodes. « Je descends chercher ta sœur et son copain dinosaure. Monte devant, on s'en va dans 5 minutes. » Il se dirigea d'un pas souple vers la porte conduisant au sous-sol et y disparut. Lucas, demeuré seul, ouvrit à son tour la grosse C4 et monta à l'avant comme le lui avait ordonné Patrick. Il valait mieux que Charles le voie en premier. Lucas n'imaginait pas sa réaction s'il découvrait Kshan avant lui. À peine était-il assis et accrochait-il sa ceinture, une habitude devenue inconsciente, Patrick avait toujours été très à cheval sur la sécurité, que Corée, aussitôt suivi de l'ombre écailleuse de Kshan, sortait de la porte que venait d'emprunter son oncle. « Ta sœur », songea Lucas avec incrédulité, en repensant aux paroles de Patrick. Comment pouvait-il un instant croire que cette jeune fille magnifique, cette princesse de notre monde, aux cheveux de neige, ce fragment de rêve fait chair et fille, ait pu être sa sœur? Il n'y parvenait pas. Ou, lui susurra une autre part de lui-même, plus honnête que la première, ne voulait pas le croire. Les deux télucidariens regardaient autour d'eux, se demandant visiblement quoi faire. Lucas s'apprêtait à les héler quand Patrick surgit à leur suite. D'un pas pressé, il gagna la voiture et leur ouvrit la portière passager gauche avec une petite révérence moqueuse. « Si Sa Majesté veut bien se donner la peine. »« Ne m'appelez plus comme ça, » exigea Corée entre ses dents serrées en passant à côté de lui pour monter dans la voiture. Patrick arrêta le théropode qui s'apprêtait à la suivre. « Non, Kshan, pas vous. » Le dromaisauride pencha la tête de côté, ses aigrettes soudain dressées, et lui adressa un regard intrigué de ses grands yeux d'or fondus. « Je vous demande pardon ?» Il avait toujours sa voix distinguée de l'ordre anglais nasillard croisé avec un lézard que Lucas trouvait des plus comiques, mais il se garda pourtant de rire au souvenir de ce qui était arrivé à un des gorilles quand le gentil dinosaure s'était un peu lâché. Quelque chose dans l'attitude du troodontidé laissait entendre que quiconque l'empêcherait de suivre Corée s'exposait à de mauvaises surprises. « Vous allez à l'arrière, » précisa Patrick en lui montrant le grand coffre. « Et pourquoi donc, je vous prie ?» demanda le Coviatli de sa voix pincée, la queue oscillant doucement. « Oui, pourquoi ?» renchérit Corée. Patrick leva les yeux au ciel. « C'est pas vrai, il faut que je vous fasse un dessin !» Comme les deux autres ne comprenaient visiblement pas ce qu'il voulait dire, il soupira et expliqua en désignant Kshan. « Vous avez vu sa tête ?»« Qu'est-ce qu'elle a, sa tête ?» demanda Corée. « Oui, qu'est-ce qu'elle a, ma tête ?» s'enquit Kshan, n'entendant le coup vers Patrick que d'une manière comique. Ce dernier affronta un instant les grands yeux luisants avant d'éclater. « C'est un dinosaure, bon sang !» Kshan leva un doigt griffu. « Je vous ai déjà dit que ce n'était pas un... »« Dinosaure, oui, je sais, » répliqua aussitôt Patrick. « Mais ce n'est pas le problème. Vous seriez une autruche parlante que ça ne changerait rien. »« Qu'est-ce qu'une autruche ?» demanda Kshan, qui semblait attendre la réponse pour savoir s'il devait se vexer ou non. « On s'en fiche !» répliqua Patrick. « Le problème n'est pas là. »« Alors où est-il ?» demanda Kshan, qui essaya de forcer le passage pour se voir à nouveau arrêté par Patrick. « Qu'il n'y a pas de dinosaure, parlant ou non à la surface de cette planète. »« Je ne sais pas. »« Silence !» C'était au tour de Patrick de lever un doigt. « Même avec une capuche sur la tête, vous êtes repérable comme le nez au milieu de la figure. Si on rencontre un contrôle ou une patrouille de la Telcorp ou les flics, on est sûr de se faire arrêter dès qu'ils vous verront. Autant accrocher un panneau à cette voiture ou gueuler par la fenêtre. Les deux que vous recherchez sont là, venez les prendre !» L'argument eut l'air de porter. Les aigrettes s'abaissèrent un peu. «
Et que suggérez-vous? Que vous vous cachiez dans ce coffre. J'ai une grande couverture. Ça devrait suffire pour vous couvrir. Si personne ne fouine, ça devrait le faire. Faire quoi? Patrick soupira. Ça devrait fonctionner. Personne ne devrait nous arrêter. Si la miss, il lança un regard vers Corée, cache bien ses cheveux et évite de trop lever la tête si on croise quelqu'un. La miss, répéta Corée, une étrange mélancolie dans le regard. Vous, précisa Patrick. Corée répondit aussitôt en le fixant de ses grands yeux soudain luisants. Je sais, ce mot, c'est... Elle hésita un instant et finit par murmurer. Mon père m'appelle... Enfin, m'appelait comme ça. Troublés, autant l'un que l'autre, ils échangèrent un regard de soudaine complicité et de reconnaissance. Pourquoi dites-vous... Dis-tu, corrigea Patrick, m'appeler. Corée mit quelques secondes à répondre. Quand elle le fit, ce fut d'une voix presque inaudible, comme si le simple fait de prononcer ces mots leur donnait plus de réalité. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Il nous a amenés jusqu'à la courtilière, mais au moment d'embarquer, des surfaciens ont débouché dans la gare. Il a dû rester en arrière avec les derniers membres de notre groupe pour les retenir et nous permettre de partir. Lucas, la gorge serrée, la devinait au bord des larmes. Elle acheva d'une toute petite voix. Je ne sais pas s'il est encore vivant, prisonnier ou libre. Lucas encaissa, tout comme Patrick, qui réagit le premier. Il est vivant, affirma-t-il. Comment peux-tu en être sûr? Ne put s'empêcher de demander Lucas. Je le sais, c'est tout. Ne me demande pas pourquoi. Si, je te le demande. C'est mon frère. Et moi, c'est mon père. Lucas avait presque crié ces mots. Il se vit répondre avec une calme assurance. Alors justement, tu préfères penser qu'il est mort ou qu'il est vivant? Lucas affronta le regard froid de Patrick avant de baisser la tête. Qu'il est vivant. Très bien, approuva son oncle en les dévisageant tour à tour, Corée et lui. Alors les gosses, on va partir de ça pour la suite des événements. Comme Corée ouvrait la bouche, il la devança. Il est prisonnier, miss. On le libérera. Et si tu te trompes? Ne put s'empêcher de demander Lucas, avec une expression tragique. Je ne veux même pas envisager cette possibilité. Mais dans ce cas-là, les responsables ne trouveraient pas de trou assez profond ou assez lointain pour m'échapper. La manière dont il avait prononcé ces mots, l'éclat d'acier dans son regard, celui d'une lame de couteau, faisait froid dans le dos. Lucas songea que certains, à la telle corps, auraient bien fait de prier que Frank Pestey soit encore en vie. Mais il est vivant, répéta Patrick, comme il l'aurait fait d'un mantra. N'oubliez pas ça, les gosses. Il les fixa tour à tour, Corée et lui. Il est vivant, et on va le retrouver. Désignant le coffre, il ordonna. Et maintenant, mon ami, entrez là-dedans. Le dromaeosauride, résigné, grimpa donc dans le coffre où il se ratatina du mieux qu'il put à côté des gros sacs. C'est abominablement inconfortable, fit-il remarquer avec un air de majesté offensée, alors que Patrick saisissait une grande couverture polaire. Dites-vous que ce n'est que temporaire? Ce n'est pas pour autant que ce sera plus confortable, lui répondit Kshan alors que Patrick étendait la couverture sur la silhouette nerveuse du théropode. Enfin, au moins je n'aurai pas froid, acheva-t-il philosophe quand Patrick le recouvrit totalement, le soustrayant aux regards indiscrets. Patrick referma le haillon arrière et vint s'asseoir derrière le volant. « Ne vous inquiétez pas, Kshan, nous n'allons pas bien loin. » Sur ce, et sans tenir compte du murmure contrarié du saurien montant assourdi dessous la couverture, il tourna la clé de contact. Le moteur diesel gronda. La seconde suivante, la porte du garage se soulevait sur la nuit extérieure. Lucas, alors que le rideau de plastique s'escamotait vers le haut, eut un instant d'angoisse, s'attendant à ce que la lueur de phares violents ne les aveugle, ceux d'un ou plusieurs 4x4 semblables à celui que Corée avait mis hors course, autour desquels se serait tenue une véritable armée de gorilles en costard armés jusqu'aux dents. Mais personne ne les attendait dans la rue déserte. N'eût été la carcasse de l'engin dans le gazon, on aurait pu se croire une nuit comme les autres. Presque. Et les prisonniers? Demanda-t-il soudain, pris d'une peur atroce. Patrick répondit aussitôt avec un sourire carnassier
et un regard de grande psychopathe. Les ébutés. Comme Lucas écarquillait les yeux, glacé d'horreur, son oncle éclata d'un grand rire et balança sur le tableau de bord un objet noir et trapu, le taser. « Non mais pour qui tu me prends ?» ajouta-t-il devant le regard interdit de son neveu, qui se sentait, à cet instant, bien en peine de répondre. « Je leur ai filé un coup de taser. Ça devrait les tenir tranquilles, au moins pour une demi-heure. D'ici là, on sera soit tiré d'affaire, soit... » Lucas avait compris. La voiture s'engagea au ralenti dans l'allée gravillonnée. Le portail s'ouvrit tout seul devant elle sur la nuit immense et ses dangers. Arrivé dans la rue, Patrick fit tourner le grand C4 pour l'orienter dans la direction voulue et stoppa. Lucas ne put retenir un pincement au cœur alors que ses yeux se gorgeaient de cette ultime vision de la demeure qui avait été la sienne depuis plus de 10 ans. Sa maison, réalisa-t-il soudain, la maison de cette étrange famille qu'il formait, Patrick et lui, de naufragés de la vie réunis par les liens du sang et les circonstances. Ces deux solitudes que Corée était venu faire exploser pour les propulser. Dans quoi? J'aurais essayé. Ces mots et l'intonation avec laquelle ils étaient prononcés, mélange d'exaltation et d'une légère mélancolie, attirèrent le regard de Lucas. Patrick aussi fixait la grande maison alors que le rideau du garage, puis le portail, se refermaient l'un après l'autre, comme pour les congédier. Comme il demeurait immobile, songeur, Lucas finit par lui poser une main sur le bras. « Ça va ? Il faut bien. » Sur ces mots, Patrick lança le moteur de la grosse Citroën qui s'éloigna dans la rue, laissant derrière elle la grande maison vide où ne veillait plus, dans la chambre abandonnée, que les armées de plastique de Lucas. Et, dans la cave, 4 malabars comateux ficelés à des chaises de jardin, qui se réveilleraient certainement de fort méchante humeur. D'ici là, songea Lucas, tout serait joué.